Bonjour à tous, bienvenue à la Maison du développement durable. Je m'appelle Marie-Ève, je suis en charge de la programmation et des communications ici. Ça me fait le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour à ceux qui sont avec nous en Zoom également. On a une super belle conférence aujourd'hui, fait que je ne prendrai pas trop de temps. Je voulais remercier notre partenaire principal, Hydro-Québec, sans qui nos événements ne seraient pas possibles, comme aujourd'hui de les offrir gratuitement. Merci également à Desjardins, qui est partenaire majeur de la Maison du développement durable. L'avenir des patinoires extérieures face au changement climatique, je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des changements, qu'il y a un impact un peu sur nos activités extérieures. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on en discute ce midi. Je vais céder la parole à Julien Mauroy, qui va animer la discussion de ce midi. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir avoir une bonne période de questions et d'échanges à la fin. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Pour les gens qui sont en ligne, là, ça va être la section Q&R au bas de votre écran. Donc, bonne conférence. Merci. Merci beaucoup. En effet, oui, on imagine que plusieurs d'entre vous sont disponibles peut-être que sur votre heure du lunch, donc jusqu'à 13 heures. Donc, on va tenter de laisser une bonne période de questions avant 13 heures et on est disponible pour échanger à la fois sur place et à la fois à distance jusqu'à 13h30. Donc, en effet, le sujet de l'avenir des patinoires extérieures ne laisse personne de glace, comme on l'a annoncé dans l'événement. Ça ressort fréquemment dans les médias, souvent avant la saison, souvent au milieu de la saison, surtout en période de redoux, comme on vient de vivre la fin de semaine dernière. Et puis, on constate que d'année en année, les périodes d'ouverture de patinoires extérieures naturelles et non réfrigérées sont de plus en plus courtes. Il y a des patinoires emblématiques, des destinations touristiques importantes qui sont soit plus disponibles du tout ou qui ont vraiment du mal à être disponibles. Et, malheureusement, voilà, donc on le voit bien dans les médias, et malheureusement, ça ne risque pas de s'améliorer. Ça, c'est une étude sortie en 2020 qui tente de modéliser le nombre de jours d'ouverture des patinoires extérieures à Montréal selon différentes projections climatiques. Donc, même dans le meilleur des cas, on a des périodes d'ouverture de plus en plus courtes. Dans le pire des cas, ça baisse très vite. Et en plus, ce qui est intéressant à sortir de ça, c'est qu'il ne faut pas regarder que la moyenne, il faut aussi regarder l'écart. C'est-à-dire que d'année en année, d'hiver en hiver, les périodes d'ouverture deviennent de plus en plus imprévisibles. D'habitude, dans un événement comme celui-ci, un présentateur comme moi vous parlerait d'urgence. L'urgence d'agir pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, certes. L'urgence de trouver des solutions d'adaptation. Ce que je vous inviterai à faire aujourd'hui, c'est plutôt de souffler un peu, de ne pas nous précipiter dans les solutions toutes faites. Il faut se faire à l'idée que notre hiver, tel qu'on l'a connu dans nos propres vies, tel qu'on l'a connu au Québec, est en train de changer de façon irréversible, même dans les meilleurs scénarios. Donc, on vous invite à prendre un petit peu de recul et à envisager d'autres pistes pour aborder le problème. Ceci étant dit, on a beaucoup d'empathie pour, en fait, les décideurs et décideuses qui sont sous une immense pression pour essayer de trouver des solutions à ces enjeux-là. D'ailleurs, on a réuni dans le panel des gens qui étaient eux-mêmes dans ces positions-là. Et donc, on a réuni un panel interdisciplinaire. Je vais les laisser se présenter. Vous allez voir, on va vous amener sur des pistes assez variées, assez intéressantes par rapport à l'avenir de nos hivers et l'avenir des patinoires. D'abord, Marie-Hélène. Merci. Donc, je m'appelle Marie-Hélène Roch. Je suis artiste-chercheuse. Je suis aussi maman de 2 garçons. Et en fait, j'ai
aussi cette expertise en nordicité urbaine. Mon parcours est multiple en études urbaines, en design, en communication, et je suis actuellement en train de faire un doctorat en études et pratiques des arts, et où, donc depuis 10 ans, je m'intéresse donc à notre relation à l'hiver, surtout donc ce que ça évoque comme émotion, notre relation affective, et donc voilà ce qui est derrière ma démarche de Hiver en nous. Par rapport à des souvenirs que je pouvais avoir en lien avec l'hiver ou le patin. Par rapport au patin, plus spécifiquement, moi, ça me ramène vraiment dans mon enfance par rapport à des rassemblements familiaux. Donc, on pouvait faire dans des bases de plein air entre Noël et Jour de l'An, et où on était amené à justement être dehors ensemble, donc dans l'aspect rassemblement. Puis par rapport à l'hiver, moi, en fait, en janvier 2023, je ne sais pas si on peut se retourner en arrière dans nos esprits, nos imaginaires. Je me retrouvais dans les cantons de l'Est. C'était hyper pluvieux. Puis mes garçons m'ont demandé, maman, dans quelle saison on se trouve? Donc, moi, c'est vraiment. Je pense que cette phrase-là, elle me revient souvent en tête, puis je la porte à travers le projet Hiver en nous. Des enfants. Ouh. Des enfants. Mon Dieu. Et anciennement, j'étais élue municipale ici à Montréal, dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Un de mes dossiers, c'était les parcs, puis je m'intéressais beaucoup à comment on les vit en toute saison, à tout âge. Et ma relation au patinoire en est une extraordinaire, je dirais. J'ai grandi à Ottawa. Je patinais avec mes grands-parents, mes parents et des milliers de voisins, de résidents, résidentes sur le canal Rideau. Donc, c'était à la fois ordinaire, mais extraordinaire, étant la plus longue patinoire du monde, on aime se le dire. Et j'ai dû m'habituer à comme patiner en rond en venant à Montréal. J'étais comme, ah, c'est fini, OK, on retourne. Parce que j'étais habituée de patiner en ville, imagine donc. Donc, j'ai vraiment comme une nostalgie, mais aussi comme je chéris ce rapport qui était pas juste sportif ou dans le mouvement, mais quelque chose de très social. On faisait ça en gang, des milliers de personnes. Bonjour, bonjour, mon nom est Philippe, vérifier. Mon nom est Philippe Herel, je suis designer industriel, comme l'ami Julien. Je travaille présentement pour un équipementier de hockey, pour Bauer. J'ai fait plusieurs choses dans ma carrière, des petits produits, des jouets, des jets privés. Puis depuis 4 ans, j'ai le plaisir de travailler au développement de produits de hockey. L'anecdote par rapport à ça, en fait, c'est que moi, je ne sais pas trop patiner. Fait que j'ai le plaisir de développer des patins pour les joueurs de la Ligue nationale, puis pour monsieur, madame, tout le monde. Mais je suis plutôt un nageur qu'autre chose. Mais on fait ça comme il faut. Je ne l'ai pas dit à mon entrevue, mais ils m'ont pris pareil. Bonjour tout le monde, mon nom est Margaret Fraser. Je suis l'autre co-directrice de Metalud. Je vais me permettre de dire une deuxième fois notre mission dans le cas où vous n'avez pas bien entendu en virtuel avec le micro, mais nous, notre mission, c'est de soutenir la pleine participation des enfants et des jeunes dans la sphère publique. Pour nous, ça touche les municipalités, la prise de décision, nos systèmes publics, tout ce qui vient ensemble pour créer effectivement nos vies. J'ai été facilitatrice pendant des années pendant plus que 10 ans, auprès des enfants en contexte d'école de la nature, donc pédagogie par la nature. Et avant de me lancer avec Steph dans Metalud, puis une anecdote que j'ai envie de vous partager par rapport à l'hiver. Mais moi, j'ai grandi en Colombie-Britannique. Il n'y a pas beaucoup de neige. Puis là, quand quelqu'un demande, mais est-ce que, nous, on dirait par exemple, hey, aujourd'hui, ça neigeait, il y avait de la neige. Puis quelqu'un nous demandait, OK, mais combien? OK, il y avait combien? Nous, on dirait, il y avait 20 minutes de neige.
Puis quand j'ai réfléchi à ça, c'était toujours la neige, c'était toujours la temporalité, pas la quantité, mais la période de temps que la neige a duré. Puis juste en fin de semaine, j'ai eu une discussion similaire avec mes propres enfants. On a vu que la neige fondait autour de nous, puis j'ai dit, une fois, maman avait 17 ans. Je prenais du soleil dans un maillot de bain dans la cour derrière les résidences de l'Université de Concordia, à côté d'une énorme montagne de neige. Il faisait 30 degrés et il y avait plus de neige que ma hauteur. Pour eux, c'était aussi impressionnant d'entendre cette histoire que la neige était toujours là des mois après la fin de l'hiver. Voilà. Voilà. On a Olivier qui nous rejoint en ligne depuis le Jura en France. Oui, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Donc moi, je suis Olivier Erard. Je vous parle du Jura, donc en France, à la frontière suisse, où je travaille depuis quelques années sur une station de ski de basse altitude. On est entre 900 et 1400 mètres d'altitude et depuis 8 ans, j'accompagne toute organisation dans l'anticipation de la fin du ski. Moi, je suis fonctionnaire, donc je travaille avec des élus locaux, donc je sais ce que c'est le poids de la décision. Et moi, je vais intervenir un peu en retour d'expérience sur tout le processus d'adaptation qui est vraiment pas facile. Et puis, si je devais évoquer un souvenir lié à l'hiver ou au patinage, j'ai eu la chance il y a 30 ans, de passer un an à l'École polytechnique de Montréal où j'ai étudié la géophysique et l'hydrogéologie. Et déjà, c'est là que j'ai vraiment découvert ce qu'était l'hiver. Et puis, j'avais été étonné parce que les premiers jours où les conditions étaient bonnes, eh bien, les gens partaient très tôt de leur travail pour aller faire du hockey dans les parcs. Et j'avais jamais vu ça, donc je trouvais ça assez génial. Voilà mon souvenir. Génial, merci. Et moi, c'est Julien Mauroy. Je suis consultant indépendant. Mon entreprise s'appelle Change Course Conseil. Moi, j'ai fait carrière dans la gestion de l'innovation, c'est-à-dire aider des entreprises, des organisations à innover pour s'adapter à des nouveaux contextes. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que les questions d'adaptation au changement climatique allaient devenir le contexte le plus important à prendre en compte. Et je ne trouvais personne pour m'aider. Donc, j'ai décidé de devenir moi-même le consultant que je n'arrivais pas à trouver, avec une approche qu'on appelle la redirection écologique, qui, je ne vous l'expliquerai pas, mais qui en fait soulève beaucoup des points qu'on va soulever aujourd'hui. Et moi, j'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 28 ans, donc j'ai connu les hivers d'ici. Après ça, j'ai vécu un peu partout dans le monde, donc différents endroits en Europe, différents endroits en Asie, à certains endroits où il y a très peu d'hiver et à certains endroits où on vit l'hiver différemment. Donc, j'ai habité pendant plusieurs années à Stockholm et quelques mois à Helsinki. Donc, un autre rapport à l'hiver, la noirceur notamment, pas que le froid et la neige. Et donc, maintenant, c'est mon troisième hiver de redécouverte de l'hiver montréalais. Je le fais avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, on parlait un peu dans l'introduction de pression, d'urgence, de sentiment peut-être d'impasse. Et donc, est-ce qu'on sent qu'on est dans l'impasse puisqu'en fait, on n'est pas en train de vivre ce qu'on pensait qu'on allait vivre? Si on regarde les commentaires sur les articles, sur Facebook, tout ça, souvent les gens se plaignent de ne pas vivre avec les patinoires extérieures ce qu'ils pensaient vivre. D'abord, du point de vue des municipalités, Stéphanie, je sais que tu as été dans cette position-là. Comment ça se manifeste, cette question de ne pas vivre ce qu'on pensait qu'on allait vivre? Et je trouve que c'est un moment intéressant pour les municipalités parce qu'elles ont pris un virage
en faveur de l'équité, la diversité et de l'inclusion qui se marient à l'hiver. Et puis donc, il y a un réinvestissement dans l'hiver depuis quelques années dans le sport accessible et le sport inclusif. Donc, en même temps que les équipes de terrain ramènent des retours du terrain, comme quoi c'est difficile avec certaines patinoires. Par exemple, il y a quelqu'un ici dans l'audience qui écrivait sur mon Facebook cette semaine, comme quoi ils ont changé des pratiques, ils s'adaptent, ils choisissent les terrains, ils choisissent mieux les terrains, par exemple. Donc, il y a une adaptation. On sait que c'est plus difficile. Et on pensait qu'on allait vivre la patinoire, je pense, de Noël à la relâche. C'est des moments clés d'ouverture et fermeture de saison du loisir municipal. Et c'est important. Les municipalités sont attachées à leur offre. C'est quelque chose qui est rassembleur, qui fait partie de notre appartenance à notre territoire, notre arrondissement. Les fêtes les fêtes de quartier hivernales, le bal de glace, de neige, de froid. Donc, et ce qu'on voit, c'est comme un attachement puis un investissement maintenant dans le prêt d'équipement, dans la redistribution des glaces en faveur de plusieurs usagers, usagères. Par exemple, dans un parc de quartier, maintenant, il n'y a plus 2 patinoires avec bande, il y en a une avec bande, une sans bande. Celle sans bande, avant, était comme, en tout cas, pas géniale. Maintenant, elle est géniale, sauf qu'en même temps, les conditions climatiques ne sont pas au rendez-vous. Donc, c'est un peu une ironie de penser que les municipalités ont pris ce virage si important en même temps que la fin s'annonce. Et donc, on voit les raquettes dans les bibliothèques, on voit le prêt de raquettes, je veux dire, le prêt de patins, les hockey, les bâtons de hockey. C'est comme un... Je sais pas, mais je trouve pas ça forcément triste parce que je trouve que c'est un moment opportun, tout ça. C'est comme des ingrédients de quelque chose. Et donc, je pense au plateau. Il y a des nouvelles pistes de ski de fond en même temps qu'on en fait peut-être moins. Donc, c'est comme un moment où on doit se réorienter. Je pense qu'il y a clairement une conscience de ça, puis un attachement à ce qu'on faisait, mais un attachement à repenser aussi. Par exemple, on fait des feux de camp, des contes dehors autour du feu. On essaye de réinventer, je pense, mais il y a vraiment aussi des efforts de, par exemple, réfrigération de glace, pas artificielle, mais réfrigérée, donc, et des solutions dans ce type qui sont très chères pour une municipalité. Ouais, oui, voilà. ben en fait, j'aurais envie de te suivre, Stéphanie, avec cette idée-là, finalement, d'un service rendu, mais un service aussi qu'on s'attend à des exigences qui sont contre-naturelles, en fait. Puis, j'ai envie de faire un retour en arrière. En fait, quand on parle bon, de Montréal, de villes comme Québec, donc qui sont près du fleuve Saint-Laurent, notre histoire du patin part de la façon qu'on a occupé notre fleuve en hiver, donc à travers des ponts de glace pour traverser, donc que ce soit donc j'ai pas la ville exacte, là, mais entre Québec ou une autre rive qui était plus sur la rive sud. Lévis, oui, c'est ça, Lévis. et tout ça pour dire que, donc, même à ce moment-là où on y allait donc avec ce que le fleuve était prêt à nous offrir comme type de glace, avec les années, on a senti ce désir de festivalisation de la ville hivernale, donc à travers bon, les carnavals. On peut penser donc à Québec, mais aussi à Montréal, où il y a eu vraiment cette histoire forte de carnaval, où même on érigeait des forts de glace, donc qui pouvaient nous rappeler là, les forts en Russie, donc qui étaient des œuvres architecturales monumentales. Donc, quand on tombe sur ces archives-là, ça nous amène finalement dans un imaginaire à un certain point, on actualise aujourd'hui avec des grandes fêtes comme l'Igloo Fest, comme la Fête des Neiges, Festival Montréal en Lumière. Mais en même temps, même à cette époque-là, à un certain point, on sentait qu'on n'avait pas les conditions optimales pour patiner ou pour satisfaire des exigences, ce qui a amené ultimement même de
configurer des patinoires intérieures. Donc, je notais que la première patinoire intérieure au Canada a été donc bâtie à Québec et c'était en 1851. Donc, dû à cette notion. Donc mon point ici de retour en arrière, c'est que je pense que on vit toujours ces cycles-là, finalement, de vouloir avoir des exigences plus grandes de ce que, finalement, on est porté à avoir. Et donc, je pense que cette notion-là de croissance récente est accélérée, évidemment, là, avec d'autres types de conditions, mais c'est important pour moi d'apporter cette nuance. Je sais pas si... Olivier, pour ce qui est de la situation des stations de ski, donc situation assez connexe. Oui, le point que cela fait soulever, c'est la pression qui est exercée sur le décideur. Donc moi j'ai travaillé avec un président, donc un élu d'une collectivité, et c'est vrai que les élus ne sont pas là pour apporter des problèmes, ils sont là pour trouver des solutions, ils sont là pour répondre à un niveau de service qui s'est petit à petit installé, qui est devenu ce que les gens veulent. Donc, quand on commence à devoir imaginer que ce niveau de service, ne serait-ce soit dégradé, c'est déjà très difficile. Et donc, la posture de l'élu est très difficile puisqu'il y a une injonction qui souvent vient de l'extérieur en disant mais bah, vous voyez bien que c'est plus comme avant, que ça va empirer. Et en même temps, l'élu doit tenir un niveau de service parce qu'il est élu pour ça, en fait. Il est légitimé pour ça. Et chez nous, en fait, le déclenchement finalement de l'acceptation à changer est venu d'une posture qui était la suivante, qui était de dire on va maintenir le ski le plus longtemps possible avec des coûts raisonnables et en même temps, il faut commencer à changer. Et ce que nous ont dit les acteurs de la station, c'est merci. Merci déjà de nous donner une vision lucide qui vient de vous, décideurs. Merci de maintenir le système le plus longtemps possible et merci de nous aider à changer. On l'évoquera sans doute après, mais de, la tentation alors de l'élu, c'est d'apporter une réponse rapide, on l'évoquait, et d'avoir recours surtout à la technologie, euh, qui n'est pas à rejeter, bien entendu, mais qui n'est pas la solution. Et donc, nous, c'était aussi un des partis pris du décideur, c'était de ne pas se précipiter, se mettre en mouvement, mais de ne pas se précipiter dans des solutions techniques qui coûtent cher et qui ont d'autres effets négatifs. Donc, voilà, c'est juste pour témoigner sur cette euh, posture très difficile que peuvent avoir les élus et du déclenchement qui vient plutôt mais en fait, il faut accepter de ne pas savoir. Un élément, donc du point de vue de la recherche, moi, bon, depuis 10 ans, je m'intéresse à la nordicité urbaine. J'ai travaillé beaucoup sur le cyclisme d'hiver, sur des villes d'hiver durables, donc en termes d'intervention, d'innovation. Mais ça demeure qu'il y a très peu de chercheurs donc, qui s'intéressent à la ville et l'hiver, puis pour cause. Puis ça, ici, je vais amener un chiffre qui a été émis par Daniel Chartier, qui est donc le directeur du laboratoire sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique. C'est seulement 1% de la population mondiale qui vit dans un climat froid. Donc, en fait aussi, il y a encore trop peu de connaissances. Et là, dans la perspective où les hivers se transforment, qu'on est face à des phénomènes, soit que oui, on a voulu prévoir, mais en même temps que dans le réel, on ne peut pas tout prévoir, ben, en fait, il y a encore beaucoup d'espace à une incertitude, un inattendu finalement, mais qui nous amène dans des émotions. Puis là, ça, on va en venir par rapport aux émotions qui peuvent surgir face à ce deuil-là de l'hiver qu'on a pu connaître, qu'on a connu. Justement, avant d'en venir aux émotions, notamment celles qu'on cherche, celles qu'on espère retrouver, du point de vue de l'écosystème du sport de compétition, comment c'est vécu?
Tu m'aurais posé la question il y a un an, la réponse aurait peut-être été plus simple selon les chiffres, mais c'est très difficile de lier l'absence de patinoire extérieure à la quantification de la pratique du hockey. Les chiffres que l'on a, c'est les chiffres qui remontent des ligues, des organisations, des vendeurs. Pour le moment, le hockey organisé se porte extrêmement bien. C'est un sport qui est assez en santé. Après 10 ans, il y avait quand même eu un déclin ces 10 dernières années, autant au Canada qu'aux États-Unis. Mais on voit là, notamment au Québec, un rebond. Est-ce que c'est un rebond, c'est une tendance, ou est-ce que c'est un artefact? Mais c'est très difficile en fait de lier la vie des patinoires ou l'état des patinoires extérieures avec la pratique de hockey. Il y a vraiment d'autres facteurs qui vont être beaucoup plus déterminants, peut-être des facteurs socio-économiques sur la pratique du sport, sur l'accès aux glaces fermées, aux glaces municipales, mais aussi simplement, en fait, des choses aussi simples que le succès d'une équipe locale. Si les Canadiens fait les séries, c'est sûr qu'il y aura un spike dans les inscriptions la saison prochaine. Présentement, la chose la plus intéressante que l'on observe, c'est le hockey féminin. Depuis quelques semaines, la Ligue de hockey féminin professionnelle est en marche. Ça marche très, très bien. Et on a vu déjà avant cela un accroissement des inscriptions des jeunes filles dans les ligues. Ça, c'est extraordinaire. Le hockey féminin sera l'avenir du hockey. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la saison prochaine, si ça va se confirmer. Fait que les facteurs d'influence de la pratique du hockey sont vraiment, vraiment multiples. Ça va être très difficile de savoir si la pratique récréative sur un étang gelé réellement affecte le sport et le sport professionnel après. De la pratique récréative, justement sur un étang gelé, l'image d'Épinal de cette pratique. En tant que citoyens, citoyennes adultes que nous sommes dans la salle, dans le panel, comment est-ce qu'on pourrait définir cet espoir, cette image d'Épinal de l'hiver parfait qu'on s'attendait à vivre et puis qu'on a du mal à vivre en ce moment? Ben, en fait, hein, l'hiver, c'est d'abord un système de signes qui nous amène aussi dans un hiver qui est soit réel, un hiver qui est imaginé, un hiver qui est perçu. Donc souvent, hein, on peut avoir, quand on pense à Montréal en hiver, ou Québec en hiver, ou Chibougamau en hiver, on a différentes peut-être images qui nous viennent en tête, mais souvent, hein, on va voir la blancheur, on va voir la grosse présence de neige, les images mentales qui nous ramènent à l'hiver, c'est soit des images qui sont idéalisées ou même magnifiées, ou des fois de grandes adversités. Hein, on se rappelle soit la vague de froid, le verglas. Donc, bref, il y a cette notion-là où on parle d'un fait qui est social, esthétique, culturel et climatique. Et dans ces signes, ben, ça nous amène une nouvelle perspective par rapport à l'espace et au temps. Donc, que ce soit par rapport au temps, donc de vivre des rythmes, donc la lenteur, l'alentissement. Donc, moindrement qu'on a la présence d'une tempête de neige, il y a un effacement de signes qu'on peut, dans la ville, que ce soit le mobilier urbain, les interactions sociales, finalement, sont redéfinies. Donc, quand ce qu'on peut parler d'une forme de manifestation de la neige nous ramène à des nouveaux signes dans l'espace urbain. Puis aussi un élément que j'aimerais apporter, c'est à travers l'expérience de l'hiver, finalement, et aussi souvent nous ramène par rapport à l'enfance. Donc, l'image qu'on se construit et qui finalement nous habite pendant nos cycles de vie, ben, l'image se rapporte souvent à celle de notre enfance, qui peut nous ramener dans une forme de nostalgie ou
de tout autre type d'expérience qui est finalement plus liée au jeu, à l'expérimentation, la découverte, manger de la neige. Hein? Quel enfant ne fait pas ça en hiver? Et aux yeux des adultes, pour plusieurs, c'est ça, c'est franchement dégueulasse, mais en même temps, pour moi, c'est comme leur façon d'être, c'est de savoir être neige, de savoir être glace. Donc, en quelque sorte, d'honorer ces éléments-là. Et donc, moi, ça viendra plus loin là, dans la présentation, mais je trouve que, puis Stéphanie et Margaret vont me suivre là-dessus, mais il y a quelque chose à apprendre finalement de l'expérience des enfants dans leur façon d'être avec l'hiver. Oui, puis juste pour rebondir là-dessus, si je reviens à cette idée de ce qu'on pensait qu'on allait vivre. Quand on pense à l'hiver, c'est souvent on revient dans nos propres enfances. À mon époque, on faisait ci puis ça, puis on a envie de redonner ça à nos enfants. Tu sais, OK, mais un Noël bien passé, ça a l'air de quoi? Mais il y a de la neige. Mais c'est qui a déterminé ça? C'est nous, ensemble, comme société, qui ont créé et qui acceptent et qui vont même poursuivre cette idée que, mais pour que ça soit Noël, il faut qu'il y ait de la neige. Puis même moi, qui n'ai pas grandi avec beaucoup de neige, je me rappelle, il y avait une année, mes parents ont dit, hey, si on allait quelque chose où il faisait plus chaud Noël, puis mes frères et moi, on a dit non, parce que ça se peut qu'il y aura de la neige ici. Donc, puis je pense que ça revient à une tendance qu'on a en tant qu'adulte de privilégier un élément que nous, on a apprécié pendant notre enfance, puis de s'imaginer, sans toutefois creuser la question avec des enfants et des jeunes d'aujourd'hui, mais de se permettre d'imaginer que ce qui était bon à notre époque est toujours bon pour les enfants aujourd'hui. Donc, on s'imagine que les enfants de 2024 sont comme nous, qu'on sait que ce n'est pas le cas. Ils n'habitent pas dans le même monde, ils n'habitent pas les mêmes, on dit comme, en tout cas, même entre deux personnes, on n'a pas le même corps. Donc là, faire vivre des activités d'hiver, c'est pas la même chose. On avait une discussion intéressante par rapport à ça, moi et Steph, en arrivant, à quel point c'est intéressant que pour une personne, avoir froid, ça fait du bien, mais pour un autre, ça fait plutôt mal. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que la relation avec l'hiver, ça soit la même. Pas pour des individus, puis pas pour des groupes non plus. Mais pour les enfants, on oublie. Et donc, si on n'est pas en train de vivre ce qu'on pensait qu'on allait vivre, ou qu'on pensait qu'on allait faire vivre à nos enfants, qu'est-ce qu'on est en train réellement de vivre? Ou du moins, qu'est-ce que les enfants sont en train de vivre? Eux sont dans le présent, ils sont dans le contexte. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Bien, la semaine dernière, justement, les conditions de certaines cours d'école étaient jugées trop glacées. Donc, les enfants, il y avait des décisions qui étaient prises pour que les enfants demeurent à l'intérieur. La glace dans une cour d'école, c'est quelque chose qu'on ne souhaite peut-être pas. Mais encore là, je pose la question, c'est pas... Dans le parc où il y a la patinoire, on la veut, la glace. Donc, moi, déjà, ça m'amène à aller vraiment plus profondément. Quelle est notre relation avec la glace, finalement? Quand on la choisit, quand on la choisit pas, quand elle nous amène dans une vulnérabilité, quand on tombe, quand elle nous déséquilibre. Donc, tout ça pour dire que moi, l'exemple de la cour d'école glacée et cette idée que finalement les enfants sont tenus à l'intérieur ou finalement sont amenés à peut-être faire des marches sur des chemins qui ne sont pas glacés, je trouve que d'éviter complètement finalement une exposition à la glace, on perd une opportunité finalement d'expérimentation, de juste voir comment les enfants vont se déplacer sur cette surface-là, peut-être en plus petits groupes, peut-être avec une autre forme de logistique, mais tout ça pour dire que
pour moi, c'est aussi de considérer que là, ça se peut que la glace se trouve dans des nouveaux espaces, des espaces qu'on n'a pas expérimentés. Enfants, donc sur les visuels précédents, sur ceux qu'on pouvait un peu appeler l'image d'Épinal, voilà. Donc les enfants sont souvent présents, mais par contre, qui est absent de ces visuels-là d'image d'Épinal? En même temps que la glace disparaît là où on l'imagine étant légitime. Donc, la patinoire, c'est un effort de travail incroyable. Là. Ça ne se fait pas tout seul. On croit que c'est une évidence parce que quand les conditions climatiques sont au rendez-vous, mais ça prend, même quand tout va bien, quand il fait super froid, c'est quand même du travail. Les cols bleus, les équipes des municipalités vont vous le dire. Les gens qui font des ruelles blanches, des ruelles glacées vont vous le dire aussi. Et donc, en même temps qu'on fait tout ce travail, il y a tout un travail d'inclusion aussi qui n'est pas dans les images. C'est souvent, tu sais, communauté noire, par exemple. Encore à la LNH, il y a, bon, je vous apprends rien, là, il y a encore de la discrimination. Et donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas imaginées comme des hockeyeurs naturels, des hockeyeurs nés, mais aussi des personnes handicapées. C'est juste récemment qu'on a commencé à fournir des équipements pour pouvoir avoir des expériences similaires sur les glaces. Esplanade Tranquille, c'est l'exemple vraiment très fort à Montréal. Plein d'équipements, mais en arrondissement aussi, dans les glaces de proximité de quartier, il y a également des efforts et même des programmations. Puis des journées pilotes, venez essayer, introduisez-vous à ce sport, introduisez-vous à cet équipement. Mais j'avais envie de revenir aux enfants parce qu'ils vivent rarement des déceptions. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle Margaret pourrait rebondir, mais tu sais, on était au parc ce week-end, pour vous le dire, là, puis il y avait ça d'eau, là. Il y avait ça d'eau. Mais mon Dieu, qui ont eu du plaisir. Puis on se lançait de la boîte, puis ça, j'étais pas comme super contente. Mais au final, il y a eu d'autres jeux. Puis il y a eu une autre appropriation de la glace. Puis c'était pas avec des patins, mais c'était une glace. Et puis, je te dirais que tout le parc était glacé, en fait. Et donc, ça aussi, c'est comme un nouveau défi. Comment on fait quand tout le parc est glacé? Alors là, on patine pas, mais il y a une glace. Qu'est-ce qu'on fait? Ça nous force à se questionner sur la forme de la relation. Quelle forme avait, tu sais, la forme, c'était le patin. Et là, mon enfant et ses amis ont une suggestion pour vous. On pourrait se lancer de la bouette. Mais pas forcément. Je sais que vous n'allez pas dire oui. Il n'y a personne qui va dire oui. Pas d'adulte qui veut faire ça. Mais c'est une proposition. Hein? Il n'y a pas d'adulte. C'est une proposition. C'est une expérimentation. C'était pas une déception surtout. Puis justement, pour continuer sur le manque de déception, je pense, là, les enfants vont trouver des moyens de jouer. Parce que les enfants ont devant eux des matériaux pour jouer. Ils ont une imagination. Mais aussi, la météo, ça fait partie. Tandis que si moi je dis à vous autres, on va aller patiner, mais j'ai déjà déterminé la forme de notre jeu. Donc là, pour jouer, pour patiner, il nous faut une bonne météo adaptée au patin. Il nous faut de la bonne glace. Mais si on se dit, allons jouer, puis on se permet de découvrir ce qui est possible aujourd'hui avec les matériaux qu'on a, avec la météo qu'on a, on ne serait pas déçus parce qu'on va trouver du plaisir d'une façon ou d'une autre. C'est là où le prêt d'équipement est intéressant parce que quand on réfléchit à ce qui est offert dans un poste de prêt d'équipement, on peut se demander, est-ce que l'équipement qui est offert détermine la forme de ce qu'on va faire? Par exemple, si tout ce qu'on met à la disposition des citoyens, de la population, c'est des patins, des traîneaux et raquettes. Mais là, les trois sont un peu plates dans la période de redoux parce qu'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace.
Donc là, on peut s'imaginer, mais qu'est-ce qu'on prendrait sinon? Chez nous, puis je sais, ça ne passerait pas partout, là. Chez nous, ce qu'on aime faire avec la glace, c'est la briser, craquer la glace. On a des heures de plaisir. On le fait avec un bâton, on le fait avec les bottes, on le fait même avec des marteaux, si je regarde. Mais de dire, on pourrait réfléchir à c'est quoi les moyens qu'on offre pour faire vivre des sensations, des expériences, d'hivernité, sans toutefois imposer une seule forme. Bien, très bon point, Margaret. Puis ça m'amène même à cette idée-là de vouloir peut-être détourner l'usage d'espaces qu'on ne pense même pas habiter en hiver, que ce soit un stationnement. On a testé justement une forme d'expérimentation en apportant du matériel polyvalent, donc dans un espace de stationnement, puis à travers l'expérience des enfants, on a eu vraiment des super apprentissages finalement que quand la neige est là, c'est comme à l'honorer. Puis justement, ça nous ramène quand même à ce principe-là que de plus en plus, il va falloir configurer notre temps quand les éléments se présentent à nous. Donc finalement, quand on est, puis même c'est quelqu'un qui me parlait de son expérience à Vancouver, dans un hiver qui est très gris, qui est très pluvieux, vraiment qu'il y a la percée de soleil, les gens s'arrêtent de travailler, sortent à l'extérieur et vont chercher ce rayon de soleil. Oui, c'est ça. Donc, mais moi, je voulais peut-être juste apporter aussi un autre élément qui est peut-être, là, on a parlé des enfants, puis souvent quand on parle des enfants, hein, c'est quelque chose de joyeux, mais qui est aussi tellement autre chose. Mais moi, c'est quand même aussi de ramener de l'avant les éco-motions de l'hiver, donc vécues actuellement. Donc, éco-anxiété, solastalgie. Donc, la solastalgie qui est finalement une détresse à la fois donc psychique, existentielle, de voir disparaître. Donc, que ce soit un territoire, un paysage. Donc, ces éléments-là, là, on peut les vivre à différents degrés, là, mais moi, je sais que, puis là, c'est sûr que peut-être que mon algorithme m'amène vers ces récits-là, mais il y a eu beaucoup de partages autour, en fait, il y a beaucoup de partages qui se vivent présentement sur ce sur quoi j'ai le plus d'éco-anxiété ou de détresse. Est-ce que c'est les feux de forêt? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas de neige en plein mois de février? Après, mon idée, ce n'est pas nécessairement de faire une échelle de ce qui est qui génère le plus d'éco-anxiété ou de solastalgie, mais on se rend compte que de plus en plus, sur un cycle d'une année, on vit des troubles, on vit des dissonances cognitives quand on sent qu'on n'est pas capable de trouver notre repère dans quelle saison on se trouve. Puis, de comprendre ces émotions-là, de aussi faire preuve d'humilité en tant que, justement, gestionnaire de parc ou même décideur, qu'on a beau sortir des chiffres de nombre de jours où on ne peut pas patiner ou de quantité de neige, il y a à réfléchir aussi à ce que ça, en fait, l'effet de ce nombre de jours et finalement quelles émotions on, en fait, de comprendre finalement aussi la notion émotionnelle et affective dans ces effets-là. Donc, je veux m'assurer qu'on a un petit peu de temps pour des échanges avant 13 heures. Avant qu'on passe à notre dernier sujet, Olivier est en ligne. Oui, alors moi, les échanges, les discussions me montrent que, en fait, les questions que vous vous posez, on se les est nous aussi posées, on a vécu ça, c'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas tout comprendre ce qui se passe quand on réfléchit au patinoire ou à une station de ski. Il y a plein de choses cachées, des habitudes, des rapports irrationnels, l'imaginaire, etc. Et donc, on est en fait en plein champ de la complexité. La complexité, c'est d'admettre qu'on ne peut pas tout comprendre, même à force d'analyse, d'expertise. On cherche toujours, alors moi je suis aussi ingénieur et un des premiers efforts que j'ai eu à faire, c'est de déconstruire ma méthode d'ingénieur qui était plutôt de dire je vais poser un diagnostic et puis je vais chercher des solutions, je vais faire un plan d'action et puis je vais le dérouler.
Et en fait, très vite, on se rend compte que finalement, le diagnostic, on ne peut jamais le poser parce qu'il y a plein d'interrelations entre tous les acteurs du système et que ça ne marche pas. Et la manière dont en fait on a procédé, c'est d'y aller par rapport de confiance avec des partenaires qui petit à petit avaient des idées nouvelles. Et c'est ça un peu, c'est ce que vous disiez, on voit qu'il y a déjà des adaptations spontanées, et les enfants sont sans doute un bon exemple d'une adaptation spontanée, et que finalement, peut-être que les solutions, elles sont là, elles sont dans ces émergences. C'est ce que nous, on a vécu, en fait, c'est qu'on a vu qu'il y avait des partenaires de la station, que ce soit des magasins de sport, que ce soit des vendeurs de séjours sportifs, etc., qui inventaient de nouvelles solutions parce qu'on leur avait dit, il faut penser la fin. Ou en tout cas, il va falloir déjà vivre avec un niveau de domaine skiable beaucoup plus dégradé. Et plutôt que de se raidir et de dire il faut absolument que vous mettiez tous les moyens possibles, technologiques, financiers, pour qu'il y ait toujours le même niveau de service, en fait, ils ont accepté qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils pouvaient avoir des idées nouvelles et des solutions. Et moi, je l'ai surtout vécu avec mes collègues, directement ceux qui fabriquent les pistes de ski. Donc, je sais que il y a énormément de créativité au plus près du terrain. Moi, je l'ai vécu, et je pense qu'effectivement, ce qu'on disait derrière ces patinoires, il y a des gens qui travaillent, qu'on ne voit pas forcément. Et, et un jour, j'ai une élue je témoignais de l'expérience de Métabie, elle me dit, oui, mais encore faut-il être bien accompagné, sous-entendu avoir les bons services, etc. Et je lui ai répondu ceci, je lui ai dit, je pense que vous avez chez vous en interne toutes les capacités pour faire. La seule chose, c'est d'autoriser à faire autrement. Et je lui ai cité la phrase d'Einstein qui dit, la folie, c'est de croire que l'on peut solutionner un problème avec la même méthode qu'il a créée. Voilà. Donc, finalement, c'était de changer de méthode et de penser complexité. Et avant de boucler, justement, tu as parlé d'autoriser à faire autrement. Donc, Stéphanie, vers le début de notre intervention, tu avais fait un léger survol des solutions qui existent, qui sont surtout des solutions technologiques pour en fait mieux s'isoler des aléas climatiques, donc des toits, de la réfrigération, des moyens techniques comme ça. Mais pour revenir sur en fait ce que vient de soulever Olivier, c'est-à-dire que les capacités existent déjà chez les gens qui sont les plus proches du terrain. On a beaucoup parlé entre nous du documentaire Les joueurs d'hiver, qui justement parle des travailleurs d'entretien des glaces, qui sont voilà, plus proches à la fois des aléas de la nature, mais plus proches aussi de la technicité, de la gestion d'une patinoire. Les artistes, c'est l'art de faire la glace. Ça serait juste mon petit point, mais c'est des savoirs qui sont, oui, techniques, mais aussi très humains. Ces gens-là deviennent, dans leur village ou sur certaines patinoires, des agents pour certains adolescents, de pouvoir se confier à eux sur leurs enjeux qu'ils peuvent vivre peut-être à la maison. Donc, bref, c'est des gens qui, pour moi, sont au-delà de juste des techniciens, mais il y a aussi une part artistique dans leur travail. Puis, ben oui, c'est gentil, Julien, là, j'avais même pas fait le survol, là. Mais les toits puis les patinoires réfrigérées, c'est comme vouloir faire comme ce qu'on faisait avant, mais à une plus petite échelle. Fait que même quand on fait ça, faudrait pas que ça nous empêche de réfléchir à comment on va faire différemment, parce que la patinoire réfrigérée ne remplacera jamais les patinoires de proximité. Là. Rosemont, par exemple, en a plus d'une vingtaine de glaces. Une patinoire réfrigérée, Dorval avait fait l'estimer, c'était 8 millions. On ne va pas en faire 20 fois 8 millions. Il n'y a pas un arrondissement ou une municipalité au Québec qui peut se payer ça, 8 millions. Même les toits, c'est des millions pour faire un toit. C'est vraiment très, très cher. Qu'allons-nous faire à l'absence de la capacité de payer? Parce que j'imagine qu'on va se dire qu'on n'a pas les moyens de payer ça. J'imagine. Bon, on n'a pas fait de référendum là-dessus, mais puis même les canons à neige. On reproduit ce qu'on n'a pas, les canons à neige. Fait que je pense que la municipalité a tous les moyens, comme
vous le dites, Olivier, dans le sens qu'on fait déjà le déneigement selon ce qui arrive. Tu sais, on ne déneige pas quand il n'y a rien à déneiger. On réagit, on est réactif, puis on a tous des processus puis des équipements en place pour bien sûr chasser la neige. On pourrait se demander si on ne pourrait pas la réaménager, cette neige-là, la déplacer. Il y a des gens qui se le demandent, puis ça se fait quand même à petite échelle. Mais il y a aussi, par exemple, récemment, il y a vraiment un investissement dans les comités citoyens, dans l'action hyper locale et tenue par la communauté. Je pense que ça en est une réponse avec les professionnels du terrain. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs parties prenantes qui ont des angles intéressants, des savoirs. Parce qu'en ce moment, là, les patinoires en moment de redoux, puis même l'offre hivernale, il y a peu. Les gens, ils ne sont pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on attend la bonne condition pour y aller. Qu'est-ce qu'on peut faire entre ces moments-là? Puis je pense que le personnel dans les chalets qu'on ouvre pour les patinoires, justement, il y a comme toute une archéologie là, qu'on met en place. Comment on fait vivre toute cette archéologie entre les moments de pleine glace? Il faut commencer à expérimenter puis investir ces moments-là, parce que la fin s'annonce. Gang, la fin s'annonce. Elle est déjà là. Voilà, la fin, elle est là. Et donc, oui, on va passer à la période de questions. Donc, j'espère que vous avez apprécié les échanges. J'espère que vous avez apprécié les différents angles, les différentes pistes qu'on vous a présentées. Le sujet des patinoires extérieures, comme vous l'aurez compris, est vraiment aux premières loges de l'adaptation au changement climatique. C'est un sujet qui, en fait, touche vraiment notre tissu culturel, rien de moins. Et j'imagine aussi que vous aurez compris que les questions d'adaptation sont semblables, en fait, dans toutes sortes d'autres secteurs, pour toutes sortes d'autres questions. En fait, chaque organisation, on pourrait dire, a sa glace. Du côté français, je sais, on dit souvent, chaque organisation a sa neige. Donc, sa ressource qui soit disparaît, soit devient de plus en plus imprévisible. Donc, j'espère que ça vous amène à des réflexions intéressantes qu'on serait volontiers d'entendre dès maintenant. Oui. Alors moi j'ai deux questions justement pour rebondir sur la question de l'adaptation. D'abord c'était une question à Olivier, à savoir quels sont des exemples de pratiques innovantes peut-être qui ont été mises en place pour s'adapter. Et puis une question à, je suis désolée j'ai oublié, ouais, par rapport à justement, est-ce que, parce que du coup tu disais que finalement en fait il n'y avait pas vraiment d'impact réel, enfin en tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçu, mais c'est peut-être pas. Tu corrigeras si c'était pas ça. Mais du coup, comment est-ce que justement, peut-être Bauer essaye de mettre en place des choses pour s'adapter? Est-ce que vous voyez une nécessité de vous adapter par rapport à la question du changement climatique en général? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes? Je laisse Olivier répondre en premier. Non, bien sûr. Les choses innovantes qu'on a mises en place, elles ne sont pas technologiques, sauf le fait qu'on accepte de maintenir en fait, nos équipements en l'état. Donc, on axe sur la maintenance de nos appareils et on accepte d'avoir des conditions d'exploitation qui ne correspondent pas à la norme, on va dire, de qualité que peuvent attendre les skieurs. On accepte d'avoir des vieux appareils sécurisés qu'on maintient. On a pu conforter notre programme de maintenance parce qu'on a ausculté par des méthodes analytiques et technologiques finement nos appareils, donc on les connaît parfaitement et on a valorisé en fait les compétences professionnelles de nos salariés. En fait, la clé, elle est là, en fait. Elle est de valoriser toutes les compétences qu'on a en interne
au service de la durabilité. Donc là, pour le coup, c'est de faire durer nos appareils le plus longtemps possible. Donc on sait qu'on peut faire durer nos appareils le plus longtemps possible, à moindre coût, grâce aux compétences de nos salariés. L'autre innovation qu'on a posée, c'est de dire on ne va pas trouver des solutions alternatives spontanément. En fait, il n'y en a pas. On part du principe qu'il n'y en a pas et que par contre, on va y travailler. Donc ça, l'innovation qu'on a posée, c'est d'accepter de financer une ingénierie qui va faire émerger des solutions en dehors de notre champ d'action. Donc concrètement, c'est moi qui ai démarré ça. Et puis c'est une ingénierie en fait qui va à la rencontre des acteurs du système et qui leur dit, ben voilà ce qui se trame, on a 10 ans pour changer de modèle. Et de là, je vous dis, c'est qu'il y a des idées qui émergent, qui ne sont pas des choses extraordinaires. Donc c'est des opérateurs qui tout à coup vont élargir un produit de découverte mountain bike sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, avec des partenaires qu'ils ne connaissent pas. Et donc moi, j'ai aidé à construire des nouveaux modèles. Le simple fait en fait de les extraire de leurs habitudes de pensée, en fait, ils sont perdus. Donc moi, mon geste, ça a été de me mettre à leur service. Et progressivement, en fait, on a monté ce qu'on appelle nous des communautés d'acteurs, de personnes qui travaillent en périphérie de la station pour travailler ensemble et faire émerger des nouveaux projets. Donc aujourd'hui, il y a une trentaine de projets qui sont en train d'émerger. Voilà, donc c'est une transformation qui se fait en fait au fur et à mesure et il n'y a pas de planification. Et ça, c'est aussi une innovation, c'est qu'on ne mise pas sur la planification. Du point de vue de l'équipementier, ce que je disais tantôt, c'est que c'était difficile de faire un lien entre la pratique récréative et réellement l'évolution de la pratique du sport en général. Nous, on est plus vraiment plugué sur le sport organisé. Puis le sport organisé, il a lieu dans des arénas contrôlées. Donc on va regarder ce qui va se passer le long du 49e parallèle. Les États-Unis, le Canada, c'est les 2/3, 3/4 du marché. Puis après, c'est le nord de l'Europe et l'Europe de l'Est. À long terme, puis là, je te donne le point de vue du designer, pas nécessairement celui de l'entreprise. C'est sûr que si on coupe en fait l'usager de la pratique instinctive, intuitive, d'aller simplement patiner pour le fun, comment ça va se traduire dans quelques années dans la pratique d'un sport organisé? Moi, personnellement, j'ai des gros doutes. Mais pour le moment, il n'y a pas de j'ai jamais lu de lien de cause à effet. Le hockey, après, c'est un sport qui est double. C'est deux types de sport dans un. C'est le patinage, il faut apprendre à patiner, et à jouer au hockey. Le hockey tel qu'on l'entend ici, c'est du hockey sur glace, mais il y a différents types de hockey qui existent aussi. L'écosystème, le système économique est plus basé sur le hockey sur glace présentement, mais si on regarde dans d'autres régions, il y a d'autres formes de hockey qui existent. Le hockey qui est le plus en croissance au Québec présentement, c'est le deck hockey, le hockey cosum, le hockey juste avec des running puis une balle. Dans les années 70-80 aux États-Unis, pas 70-80 plutôt, 90 pardon, sur des marchés où il n'y avait pas de glace fermée, pas d'aréna, et bien le roller hockey s'est beaucoup développé. On l'a essayé ici au Québec, mais ça a été un échec parce que c'était vu comme une sous-catégorie du hockey sur glace. À partir du moment où c'était vu comme un sport à part entière, dans certains marchés dans le sud des États-Unis, où il fait très chaud et on a beaucoup d'asphalte et de l'asphalte très lisse, ça marche bien. C'est un marché intéressant. Donc en fait, du point de vue d'un manufacturier, d'un équipementier, on va simplement continuer à être à l'écoute de nos usagers. C'est eux qui vont nous dire, en gros, ce dont ils ont besoin. On va être à l'écoute des signaux faibles. Et les signaux faibles, ça va juste, on va probablement les entendre avant en Europe et en Europe du Nord, simplement parce que entretenir une glace, une patinoire, c'est extrêmement cher. Je regardais les chiffres, c'est 1500 à 2500 mégawatts d'usage d'énergie par année, c'est monstrueux. Et dans les coûts d'énergie qui existent en Europe, c'est là où ils commencent à se poser des questions et c'est là où les arbitrages commencent à se faire. Dans Rosemont, il y a une patinoire hockey sur rue, puis c'était celle où il y avait bien du monde le week-end dernier où on se lançait de la boîte. Puis que finalement, c'est une source d'innovation aussi de penser qu'il y a du domaine public qui pourrait être pris à d'autres usages.
puis que la flexibilité serait dans la standardisation de la réglementation, pas forcément dans la forme. Fait que, par exemple, avoir des permis de party sur rue, des trucs comme ça, on en parle un peu, la rue ludique, rue comme ça, mais ça peut aussi faire partie de la panoplie de réflexions qu'on se pose sur comment allons-nous vivre ensemble nos hivers. Parce que le hockey, je veux dire un truc qu'on a peut-être raté, mais le hockey, sa beauté, là, c'est le côté intergénérationnel sur glace extérieure. Là. C'est le côté genre, t'es poche, t'es pas poche, on va quand même jouer ensemble. Il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans, je trouve. Puis même s'il y a des relations de pouvoir, il n'y a pas que des relations de pouvoir. Il y a quelque chose de très rassembleur, puis justement parce que c'est pas dans le but de compétition, c'est dans le but de transmission culturelle par le sport. Fait qu'il y a quelque chose là qu'on doit. Je trouve que c'est ça aussi qui est précieux à essayer de préserver, c'est ce côté intergénérationnel-là. Ben, je trouve tout ce que en fait, que tu illustres ici, Stéphanie, c'est l'idée de tiers-lieu, finalement, en hiver, où on sent qu'on a là toutes les composantes pour justement, à une certaine échelle, une forme de démocratisation d'une vie extérieure en hiver où on peut s'adonner à du jeu, à se retrouver ensemble. Donc, en fait, moi, il y a aussi cette notion-là que cet espace-là de la patinoire dans le réel nous a amené à vivre plein d'expériences. Et finalement, si on se met à s'imaginer tout ce qu'on a emmagasiné comme expérience autour d'une patinoire, c'est où que ça peut nous amener si, en tant que tel, les bandes ne sont plus pour y mettre de la glace, mais pour faire peut-être d'autres types de dispositifs. Donc, c'est là où ça rejoint aussi la position de Olivier, où on ne peut plus réfléchir les enjeux de patinoire, de déneigement, d'offres hivernales dans les parcs ou même dans les villes, seulement des petits groupes fermés. C'est une discussion qu'on doit avoir de manière pluridisciplinaire. Pour moi, des artistes doivent se pencher sur où on veut voir apparaître la neige dans notre ville, au même titre que pour les patinoires, ce transfert de savoir-là de la personne de terrain qui se lève dans la nuit pour s'assurer que la glace soit prête le lendemain matin, on a à apprendre de son expérience pour la suite aussi. Donc, moi c'est ces relations-là et ces alliances qu'il faut, en fait, où on doit mettre notre attention. Sur le sujet des discussions à avoir, j'aimerais rebondir sur une question qu'on a eue en ligne. Donc, si les patinoires qui ne sont pas réfrigérées fondent parce que la température, évidemment plus chaude, ne permet pas de les garder, est-ce qu'on devrait mettre le budget ailleurs? Parce que cela exige du personnel, entretien, etc. Stéphanie, tu avais mentionné aussi le coût des infrastructures, donc réfrigérées, des toits, de tout ça. Ça nous amène en fait à la question des arbitrages. Et en fait, à la question de comment déterminer en tant que société nos priorités. Un exemple que j'ai en tête qui appartient plutôt aux patinoires intérieures plutôt qu'extérieures, mais je crois que c'était fin de l'été 2022, dans la région de Québec, des écoles primaires devaient fermer pendant la canicule alors que les enfants pouvaient encore s'entraîner dans des patinoires intérieures réfrigérées. Et donc là, on se dit, oh là là, où sont les priorités? Évidemment, je crois que ce n'est pas nécessairement les mêmes décideurs aujourd'hui qui s'occupent de ces deux questions-là. Et donc, en fait, d'un côté, si on regarde un spectre de choix, en tant que société, on pourrait mettre, si on veut, une débauche de moyens pour qu'une patinoire non réfrigérée par ville soit ouverte, mais de façon incroyable pendant 5 jours par année, par exemple. On pourrait choisir ça en tant que société, tout comme les Américains ont choisi la course à l'espace. Voilà. On pourrait décider de faire ça. Mais on va avoir de plus en plus de questions, particulièrement du côté des municipalités, du côté de la gestion des villes,
en fait des investissements dans l'entretien de l'infrastructure, des investissements dans l'adaptation de l'infrastructure au changement climatique. Donc, pour l'instant, ces sujets-là d'arbitrage sont encore relativement anecdotiques, c'est-à-dire que une petite histoire ici et là, mais il faut les voir venir. Il faut les anticiper. Je ne sais pas, Olivier, si tu as envie de soulever la question débattue de façon de plus en plus véhémente en France, justement, des stations de ski. Mais voilà, c'est un exemple qu'il faut arriver à... Il faut discuter en société le plus tôt possible de ces enjeux-là qui se dessinent plus concrètement que jamais. Oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on entend le débat en France sur les stations de ski, c'est pour le ski, c'est pour les nantis, c'est une toute petite portion de la population qui y va. Et alors que ici, en fait, quand je t'entends parler, c'est vrai qu'en fait, c'est un arbitrage, mais comme tu disais, c'est très populaire, ouvert à tous. Et du coup, peut-être que l'arbitrage, il se fait pas de la même manière, ou en tout cas, les enjeux politiques et sociaux sont peut-être pas les mêmes de sauver, entre guillemets, les patinoires ici, qui sont accessibles à tous, gratuites, et du coup, il y a un enjeu d'accessibilité par rapport au ski, où c'est vrai que c'est une débauche de moyens peut-être pour le Lucky Few, quelques-uns qui y vont et qui peuvent se le permettre, quoi. Et donc c'est intéressant. Bonjour, merci pour la belle discussion, c'est vraiment apprécié. Je sais pas d'où tu sors ton chiffre, Stéphanie, de 8 millions pour une patinoire réfrigérée, mais ça me semble quand même beaucoup, là. Ah ouais. On avait une autre étude qui disait quand on annualise les coûts, là, étant donné c'est une infrastructure qui dure un peu plus longtemps, qui a besoin de moins de maintenance. Donc, on prend les coûts d'infrastructure, leur durée de vie et les besoins de maintenance. Bon, c'était une étude, tu as dû la lire aussi, là, certainement, mais qui était pour la ville de Montréal, qui, dans le temps, ça disait environ 50 000 $ pour une patinoire traditionnelle, puis environ 250 000 par année pour une patinoire qui est réfrigérée. Donc là, les coûts de construction ne sont plus du tout les mêmes. Puis, admettons, on dit que c'est un ratio d'environ 1,5. Ben, ça veut dire que le budget de patinoire pour Rosemont, si on veut le garder le même, on aura environ 5 fois moins de patinoires. Donc, tu sais, admettons, on a un scénario d'arbitrage où on va encore continuer d'avoir un hiver, il va être de plus en plus chancelant, il va être là, il va partir, il va changer d'année en année. Il y aura plus de précipitations, ce qui inclut précipitations de neige, mais finalement, on va être plus slotcheux, puis ça va reglacer, puis bon, on se dirige vers ce type d'hiver-là, finalement. Donc, reste qu'on va quand même avoir des conditions hivernales, puis on va quand même vouloir fournir des milieux de vie actifs où on peut aller jouer dehors. Donc, est-ce que ça vaut quand même pas la peine de se dire, bon, ben, on prend une patinoire sur 5, on en fait un pôle hivernal avec une glissade appropriée quand de la neige va être utilisée. On va avoir un petit village avec des boissons chaudes, des churros, puis un foyer, puis des espèces de jeux qui sont plus appropriés 4 saisons. Donc, de développer une offre qui ne va pas être juste la crowd des hommes blancs de 15 à 45 ans qui viennent jouer au hockey, mais qu'on en donne un peu plus pour tout le monde. Des lieux où on met un peu plus d'efforts pour le déneigement, pour que ça soit accessible pour une plus grande diversité de types de mobilité. J'ai l'impression quand même je sais pas, j'ai l'impression qu'on jette la serviette quand finalement il va quand même avoir un hiver, puis il va quand même falloir faire quelque chose l'hiver. Oui, je suis d'accord, il y a eu beaucoup de beaux commentaires sur comment on pourrait se réinventer à ce niveau-là, mais bref. Mais c'est presque du quotidien, la patinoire de proximité. On peut quasiment, n'importe où on vit, marcher à une patinoire de proximité. On peut l'insérer dans notre routine bien occupée, là. Tu sais,
c'est ça qu'on va quand même perdre quelque chose. C'est sûr on pourra gagner. Le 8 millions, c'était les estimés de Dorval. Parce que souvent aussi, la patinoire réfrigérée, c'est pas juste la glace. On va y mettre tout l'équipement extérieur pour justement favoriser le sport d'équipe. Pour venir jouer. Fait que là, il y avait des vestiaires, il y avait toi, il y avait. Tu sais, puis c'est ça, c'est pas juste. C'est comme on va le rentabiliser, notre investissement. Puis donc, en tout cas, c'était l'exemple de Dorval. Ça veut pas dire que ça va tout. Pardon? Saint-Jérôme, 9 millions. En tout cas, bref, c'est vraiment cher. C'est comme les arrondissements ne dépensent même pas ça en rénovation de parc, là, tu sais, genre, c'est pour tous les parcs. Et donc, je pense que c'est pas que c'est pas possible ce que tu dis, c'est que c'est autre chose. Ça devient plus destination, plus de l'événementiel, mais comment on peut quand même vivre à proximité? Fait que je pense qu'il y a quand même un mélange de choses qu'on devra mettre en place. Puis que la patinoire réfrigérée, elle ne peut pas être le pansement ou la solution. Il doit en avoir. En tout cas, pour entretenir et nourrir une relation au quotidien, il faudra en avoir d'autres. Puis je suis d'accord que tous ces efforts d'inclusion, que ce soit le genre, que ce soit classe sociale, que ce soit handicap et accessibilité, on ne veut pas le perdre, justement. Et puis, en tout cas, mais je n'ai pas la solution, là, Olivier. Moi, ta question m'amène à aussi, ou ta réflexion, là, parce que tu es aussi expert sur les questions, là, on s'entend? Ça m'amène quand même à poser, est-ce que les saisons existent encore en ville? Les saisons, peut-être qu'il va y avoir un effort pour les définir de façon plus, une hyper-précision finalement des saisons. Si on prend des intersaisons qui de plus en plus se rallongent, puis c'est pas juste au niveau d'un calendrier d'ensoleillement, c'est aussi par rapport à des émotions qu'on vit quand, par exemple, au mois de novembre, finalement, il fait, je sais pas, 15-20 degrés, puis en même temps, toutes les feuilles sont tombées hyper rapidement. Ensuite, qu'on est au mois de janvier, puis qu'il y a cette semaine-là un peu qui vient comme amener le redout et qui nous amène déjà dans ce que sera le printemps. Donc, on dirait que tous ces effets-là ont un rythme, puis à quelque part, moi, ça m'amène aussi à considérer des droits au temps, parce qu'on a bien beau mettre des méga moyens pour ces villages-là hivernaux, si notre vie est faite que pendant qu'il a la bordée de neige, je dois être au travail ou je dois être à l'école entre les murs, qu'est-ce que, en quelque sorte, moi, je me dis, quand il y aura les conditions parfaites, est-ce qu'on va se donner les moyens d'aller vivre dehors ces expériences-là aussi? Donc, ça ramène des questions aussi plus profondes dans notre rapport au temps. Donc, moi, il y a cette dimension-là que je trouve aussi qu'il faut mettre sur la table, où il y a eu des anthropologues qui ont réfléchi à la question, même qui proposaient de prendre nos vacances en hiver au lieu de les prendre l'été. Il y a quelque chose quand même à se questionner dans cette linéarité-là de productivité quand on est amené dans au Québec comme État nordique ou même au Canada, dans d'autres villes, à vouloir avoir le même rythme de productivité. Donc, puis peut-être un autre élément que j'apporterais, c'est justement l'offre de l'intersaison. En ce moment, pour de l'innovation, il y en a de la place, dans le sens que on est devant, comme des fois, des lieux qui sont complètement... Finalement, moi, la question, c'est les gens qui ne sont pas à la patinoire en ce moment, ils se trouvent où? Ils investissent leur intérieur, ils investissent la bibliothèque, c'est où qu'ils se trouvent en ce moment? Puis, à quelque part, d'aller aussi à la rencontre des gens, là, donc de où ils se trouvent. Donc. Ça nous amène, je vais y venir, ça nous amène aux questions des questions de temporalité.
des questions aussi de trouver des solutions situées, c'est-à-dire adaptées à chaque contexte. Donc, je suis certain que dans certains contextes, une patinoire réfrigérée intérieure est la meilleure chose à faire. Et en fait, on sort d'une période où on pouvait avoir facilement des solutions universelles, c'est-à-dire on peut s'inspirer, ah, telle ville fait tel truc, nous aussi on va faire exactement la même chose. Et on entre dans une ère où en fait on a des solutions au cas par cas. Au cas par cas, parce que les conditions climatiques d'un endroit en particulier ou la disponibilité ou non-disponibilité des gens à tel et tel moment fait que ça peut être intéressant ou non d'avoir une activité à l'extérieur. Et donc, c'était un petit peu, je pense, l'objectif de ce panel, c'est-à-dire, désolé, on ne vous parle pas aujourd'hui de solutions universelles, précisément parce qu'on entre dans une période où tout va être au cas par cas. Tout va être temporalisé. Tout va être inscrit dans une géographie, dans un microclimat particulier. Ça m'amène justement à certaines questions. Donc, on en avait une sur des aménagements éphémères. Est-ce que ça pourrait être une alternative? Et aussi des aménagements qui pourraient varier d'une année à l'autre. Donc, si un hiver est plus propice qu'un autre, on pourrait investir les patinoires extérieures, les célébrer, limite avoir un ou plusieurs congés nationaux de l'hiver propice. Voilà, qui est tout à fait variable. Donc voilà, adaptation veut vraiment dire cas par cas. Tu sais, quand on pense aux aménagements qui pourraient, entre guillemets, remplacer un patinoire pour une année qui est moins propice à la glace, pour moi, c'est un élément qui est très important, ce qui est toujours comme, mais avec Métallude, on est toujours ancré dans le jeu, l'expérience de l'enfant, mais c'est de se dire, c'est quoi l'expérience qu'on souhaite préserver? Parce que ce qu'on fait sur un patinoire, c'est pas forcer un aménagement, tu sais, ça a un côté social, comme on a entendu. Mais là, est-ce qu'un aménagement temporaire lié à 100% à la socialisation, ça va répondre aux mêmes besoins pour tout le monde? Puis, il y a des études qui ont sorti récemment, qui ont sorti aussi dans le passé, qui parlent de l'importance du jeu avec prise de risque chez les enfants. Donc, souvent, quand on parle de jeu, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, on en parle en lien avec l'activité physique ou briser l'isolement. Mais au-delà de ça, il y a aussi apprendre à se connaître, vivre des défis. Puis les défis, c'est un mot qui tourne dans ma tête depuis tantôt en vous écoutant. Le défi de maintenir la glace, le défi d'apprendre à patiner. Donc, à réfléchir, c'est quoi le défi personnel? C'est quoi le plaisir collectif qu'on vit autour d'un patinoire? Et encore une fois, c'est du cas par cas, dépendamment du patinoire. C'est quoi le rôle, c'est quoi la fonction sociale de ce patinoire-là? Et comment est-ce qu'on va y répondre quand il n'y a pas de glace? Margaret, en fait, ça m'amène aussi, qu'est-ce qu'on rend visible et invisible? Finalement, dans le rituel de monter les bandes de patinoire à l'automne, les voir apparaître, après, ensuite les voir disparaître, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. J'aimais l'idée que dans certains parcs, on les laisserait les bandes à l'année pour voir finalement quel type aussi d'appropriation qu'on peut faire ailleurs qu'en hiver finalement. Donc, il y a aussi à arrêter de... En fait, c'est sûr que quand tu es en opération, tu ne réfléchis pas l'hiver, juste l'hiver, tu le réfléchis l'été. Mais en soi,
pour les gens, c'est comme si l'offre hivernale s'inscrit dans la saison. Donc, souvent, on va avoir plus de médiatisation sur l'hiver en hiver. Mais en tant que tel, ça fait partie de cycles saisonniers et il y a peut-être à créer des expérimentations en été ou autre saison pour réfléchir sur notre posture sur l'hiver. Donc, la présence d'une bande en été peut peut-être t'amener à créer une forme de réflexion sur ta relation à l'hiver, puis le fait que c'est comme ça ramène des éléments de patrimoine finalement. Là, est-ce qu'on veut le voir, est-ce qu'on finalement on met tout à terre ou on veut conserver une trace? Donc, Bonjour, merci beaucoup tout le monde. Je suis Maëva du Plateau Mont-Royal. Alors, grand merci Stéphanie d'avoir mis le doigt sur beaucoup de choses qu'on vit en ce moment en arrondissement. Donc, notamment, effectivement, on essaye de relever ce défi d'équité et d'inclusion, mais bon, dans des infrastructures qui disparaissent. Moi, j'avais 2 commentaires à vous faire. Oui, je trouve que dans la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de l'argent, je trouve que quand on parle de sport, on oublie souvent l'aspect santé publique. Moi, j'avais parlé avec un prof de l'UQAM en éducation physique de ces enjeux-là et qui m'a dit, dans le fond, en termes d'objectifs de santé publique, si tu veux que ta population soit en meilleure santé, ce qui compte, c'est pas que ton 20% de gens qui fait du sport fassent encore plus de sport, mais c'est que ton 80% qui en fait pas assez, puis en face. Et lui, il met la barre au fameux 10 000 pas par jour, de dire dans le fond, si toute ta population faisait 10 000 pas par jour, la santé publique s'en porterait considérablement mieux, puis les coûts sur le système de santé, etc. Il dit, ben pour ça, ça te prend des quartiers avec des arbres, avec des trottoirs marchables, ou notamment, en tout cas. Donc, je trouve que c'est un des bouts intéressants à se dire aussi, ben, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Dans le fond, est-ce qu'on veut, est-ce que c'est que du sport ou est-ce que c'est aussi de la santé? Et l'autre bout sur l'hiver, c'est oui, les changements climatiques vont avoir lieu, mais un truc qui va pas changer, c'est la noirceur, par contre. Ça, c'est quand même dur. On va se le dire, c'est quand même la baisse d'énergie qu'on a, puis ce besoin d'aller patiner, il compense ça aussi, de se dire, c'est mauditement difficile l'hiver, mais au moins, ces belles journées où il fait blanc et il y a du soleil, ça vient compenser, mais de se dire, ça rajoute quand même beaucoup au défi, je trouve, de l'hiver. Mais sinon, globalement, merci beaucoup pour tous vos commentaires. C'est fort intéressant. Puis en tout cas, pour vous donner un exemple pratico-pratique de comme on se casse la tête, les élus, là, pour trouver des solutions, on pensait un début de solution avec des structures qui seraient des patinoires réfrigérées l'hiver et des terrains de basket l'été, par exemple. Donc là, on va trouver la solution technologique, finalement, ça va répondre à tous les besoins. Ben, c'est vraiment difficile. En fait, nous, on a dû arbitrer parce que les pros du basket nous disaient, ouais, mais si tu fais la surface qu'il faut pour la patinoire, ben, ça ne ferait pas un bon terrain de basket. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis en tout cas, aussi peut-être une des pistes que je vois, c'est la communication. Moi, le dimanche, je vais toujours me promener dans les parcs. Puis là, le dimanche passé, je suis comme, écoute, c'est glacé, je vais tomber, qu'est-ce que je fais? Finalement, je suis quand même allée sur le parc de Montréal et c'était magnifique. Mais peut-être juste savoir, de se dire, OK, ben, dans le fond, est-ce que la personne qui s'entretient des parcs peut nous donner de l'information à jour, de dire, bah, regardez, aujourd'hui, OK, peut-être que la patinoire n'est pas belle, mais sachez que ça fonctionne. Donc, juste, ouais, il y a plein de pistes, comme vous dites. Ben, je trouve que la référence au savoir expérientiel devient une donnée qu'on doit de plus en plus, en fait, c'est pas juste considérer, c'est comme introduire dans la réflexion, puis pas juste à la fin de la réflexion, mais même en amont. Finalement, les meilleurs pour nous raconter l'expérience de leur parc, c'est les citoyens finalement. Là. Vous êtes allés sur place, vous avez comme dépassé certaines perceptions, peut-être d'appréhension, d'avoir peut-être regardé un bulletin météo qui n'était pas favorable à ce que vous sortiez, mais finalement vous avez fait, vous avez pu comme dépasser un niveau de tolérance. Puis il n'était pas énorme, là, ce niveau de tolérance-là à dépasser, mais bref, tout ça pour dire que
il y a comme, puis il en existe des réseaux, je vais faire des liens avec le vélo d'hiver, mais par exemple, des réseaux d'information alternatifs qui te permettent d'avoir l'état de la condition de la voie cyclable, ce matin-là, quel équipement porter. Donc, il y a aussi ces réseaux-là alternatifs à rendre plus visibles, ou du moins à renforcer. J'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait des échanges donc, avec ces réseaux-là. Sinon, c'est en stéréo. C'est assez intéressant la question du terrain de basket l'été et la patinoire l'hiver. Ça nous ramène un peu à des questions de comment naissent les nouveaux sports ou comment naissent les nouvelles activités physiques. Souvent, elles naissent d'un contexte bien précis qui est souvent qui a des facteurs d'infrastructure et qui a des facteurs climatiques. Donc, les rampes de skate sont nées dans des piscines vides à LA, si je me souviens bien, à cause d'un contexte économique donné à l'époque. Le golf est né sur des collines en Écosse, si je ne m'abuse. Et donc, moi, ma question serait peut-être, est-ce que justement sur le plateau, est-ce qu'il existe déjà des lieux, souvent des lieux peut-être informels, qui ont certains usages en été et certains usages en hiver? Et est-ce qu'on pourrait apprendre de ça? Est-ce que des gens, déjà spontanément, ont improvisé un usage été, ont improvisé un usage hiver, ont hybridé des sports pour en faire naître des nouveaux qui sont plus adaptés au contexte? Donc, de un, je pense que quand on veut les pratiques sportives, comme vous disiez, qu'elles soient formelles ou informelles, que de marcher ou de pratiquer un sport avec des règles. Je pense que ton exemple est très parlant du vélo d'hiver. Je le fais moi-même, je connais la source d'information dont tu parles, et la donnée chaude, contrairement à la donnée froide qu'on vous a présentée avec les projections climatiques dès le début, la donnée chaude là-dessus est vraiment importante. Donc, qu'est-ce que les gens font réellement? Comment est-ce qu'ils improvisent? Comment ils échangent sur ces pratiques-là? Et quels éléments sont importants pour eux? Après ça, là-dedans, il y a un écueil. Donc, il y a un écueil qui, je crois, appartient un peu à nos approches habituelles de l'innovation. J'en ai fait partie. C'est que dès qu'on repère quelque chose d'intéressant, donc un nouveau sport émergent qui est né dans un contexte particulier, on veut l'universaliser. Et donc, on va créer, je ne sais pas, le skate basket de rue qui est né dans un raccoin du plateau Montréal. On va dire, oh, mais on va faire des terrains de skate basket de rue et on va exporter, il doit y avoir un gros marché en Chine pour ça, et donc on va exporter la pratique du skate basket de rue, c'est difficile à dire, normalisé partout à travers le monde. Et là, on va se retrouver avec des trucs hors sol, avec des trucs difficiles à maintenir, comme des pistes de ski, des terrains de golf au milieu de désert. Donc, des débauches d'énergie, des débauches de matériaux, des trucs qui sont assez difficiles à soutenir. Donc, voilà, je pense que je fermerai l'échange là-dessus. Surveillons. Les solutions sont en train d'émerger autour de nous. Peut-être pas de la façon qu'on s'y attendait. Et aussi, travaillons bien sur ce que nous allons faire de ces solutions-là pour ne pas retomber dans les mêmes écueils qui nous ont amenés à la situation potentiellement urgente que j'ai soulevée dès le début. Donc, merci beaucoup au panel, merci beaucoup à l'auditoire à la fois sur place et en ligne.